Écoute de Sud FM, 12h dans le studio, GMT plus 1 si vous êtes en Djamena, c'est au Tchad, plongé dans l'incertitude après la mort d'Idriss Déby. Afrikajom Center demande à l'ONU à prendre des initiatives pour un cessez-le-feu immédiat. Vous entendrez le fondateur de Afrikajom Center, Alioune Tine, il sera d'ailleurs l'invité de ce 12h. Et puis Covid-19, légère hausse du nombre de cas actifs de Covid-19 ici au Sénégal, 74 nouvelles infections recensées. Un décès supplémentaire enregistré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans l'actualité toujours, recrutement de 5000 agents dans l'enseignement. Le CELS authentique met en garde contre tout procédé dilatoire, exige de la transparence et menace de paralyser le système si le décret organisant ce recrutement n'est pas respecté. Et puis l'emploi et l'insertion des jeunes seront au cœur des débats. Demain jeudi à Diamniadio, le chef de l'État va présider le conseil présidentiel sur cette problématique à Dakar. Les jeunes attendent des actions concrètes. Saint-Louis préconise la fusion de toutes les structures déjà mises en place. Des reportages à suivre dans cette édition d'information. À suivre également l'actualité sportive avec Odile Minkelane. La revue de la presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alioune Badara Socé. Les détails ici après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la situation au Tchad 24 heures après la mort d'Idriss Déby, le Tchad vers des lendemains incertains. Les politiciens et la société civile contestent la transition dirigée par Mahamat, le fils d'Idriss Déby, je vous le rappelle. Aujourd'hui, rien n'est clair. Le fondateur de Afrikajom Center invite l'Union africaine à prendre des initiatives pour un cessez-le-feu rapide. Selon Alioune Tine, il faut un dialogue national inclusif. Il est joint par El Hadji Malick Ndiaye. Bon, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que la transition, justement, cette transition militaire dirigée par Idriss Mahamat Déby, ça veut dire le fils d'Idriss Déby, qui est général 4 étoiles, est déjà contesté par les partis d'opposition, contesté également aussi par la société civile. Donc, ça commence à être compliqué en dépit d'un soutien plus ou moins bienveillant de la France, qui ne fait que prendre acte justement de l'existence de ce comité militaire de transition. Donc, ça ne va pas être très facile. Est-ce qu'il y a des craintes aujourd'hui? Mais écoutez, c'est une nouvelle ère d'incertitude qui s'ouvre au Tchad. Absolument rien n'est clair. De mon point de vue, ce qu'il faut faire d'urgence et immédiatement, et ça vraiment c'est une recommandation que nous ferions à l'Union africaine, c'est vraiment de prendre des initiatives diplomatiques de manière à créer un cessez-le-feu. Pour qu'il y ait un cessez-le-feu rapide, parce que vraiment le Tchad, c'est un des maillons essentiels de la sécurité sous-régionale, que ce soit en Afrique centrale ou effectivement en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Et de deux, il faut créer un dialogue national inclusif de toutes les forces vives, et vraiment de manière à ce que les gens puissent avoir un consensus sur la transition démocratique qui va vraiment se dérouler. Et si cette transition est d'ores et déjà, bien sûr, contestée, ça pose des problèmes. Il faut effectivement refonder le Tchad. À l'instant, le fondateur de Afrikajom Center, Alioune Tine, qui demande à l'Union africaine de prendre des initiatives pour un cessez-le-feu immédiat au Tchad. Il est exactement 12h05 dans le studio ici à Dakar et nous parlons de la Covid-19. Le chiffre est en légère hausse par rapport à hier, mardi. Le pays a enregistré 74 nouvelles infections et un décès supplémentaire. 145 personnes sont actuellement sous traitement, souligne le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1649 tests réalisés, 74 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 30 cas contacts suivis par nos services,
Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 30 cas, dont 3 au Mariste, 2 à Dieuppeul, Liberté 6 et la Médina, 1 aux Almadies, Amitié 3, Cambérène, Cité Isra, Cité Keur Damel, Colobane, Grand Dakar, Guédiawaye, Golfe Sud, HLM, Keur Massar, Keur Ndiaye Lo, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Ouakam, Parcelles Assainies, Rebeuss, Sacré-Cœur 3, Yarakh et Yoff. Les autres régions totalisent 14 cas, dont 4 à Matam, 2 à Kédougou, Kolda, Thiès et Tivaouane, 1 à Kanel et à Ziguinchor. 68 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le mardi 20 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 910 cas ont été déclarés positifs, dont 38 668 guéris, 1096 décédés et donc 145 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 380 665 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parlons de la signature d'un pacte national tripartite de stabilité sociale. Le patronat du tourisme et de l'hôtellerie s'en félicite et espère que sa mise en œuvre va permettre la relance du secteur fortement impacté par la Covid-19. Boubacar Sabali, il est le président du syndicat d'initiative des régions de Thiès et de Diourbel. Ces propos sont recueillis par Habsel Malouane. Ça s'appelle d'abord un pacte de stabilité. D'une part, on s'est soucié un peu de la stabilité sociale. Donc c'est pourquoi on l'a appelé pacte de stabilité sociale. Nous sommes dans un contexte de crise qui dure depuis plus d'un an. Les autorités ont initié un dialogue entre l'État du Sénégal, le patronat et le syndicat des travailleurs pour examiner la problématique de la survie de l'emploi et comment également pérenniser les entreprises. En fait, c'est en pérennisant les entreprises qu'on peut pérenniser les emplois. Et donc, nous avons eu un consensus et c'est à l'issue de ce consensus qu'on a signé un pacte qu'on a appelé pacte de stabilité qui a une durée de 3 ans. L'objectif d'abord c'est de stabiliser le fonds social. L'État a mis en place un dispositif d'accompagnement qui devrait pouvoir permettre, si tout est mis en œuvre, en tout cas de faciliter la relance. Maintenant, est-ce que ça permettra la relance? On espère. Enfin, ça tout dépendra de la mise en œuvre et des contextes du moment. C'est une première à saluer, sentiment en tout cas de Pape Béranger Ngom, président de l'Association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal. Il espère que l'État, à travers l'inspection du travail, aura un droit de regard pour que les emplois du secteur soient donc préservés et qu'il n'aura plus de licenciements abusifs. Pape Béranger Ngom avec Habsel Malouane. Bon, d'abord, nous saluons cela parce que, depuis très longtemps, en tout cas, ce genre de pacte n'a jamais été signé pour stabiliser, en tout cas, le secteur du tourisme. Quand je dis on était, c'est nous, les employés, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Donc, le patronat nous manipulait, faisait ce qu'il veut des employés, des licenciements abusifs, il faisait ce qu'il veut. Maintenant, si l'État estime aujourd'hui que pour stabiliser ce secteur-là, il va falloir faire un pacte signé par un tripartite, que ce soit l'État, le patronat et les employés qui sont représentés par des syndicats. Nous faisons que saluer cela et espérons que le patronat va respecter cela. Parce que ce genre de pacte-là, même si c'est une première, il y a quand même quelque chose qui était similaire à cela et qui n'a jamais été respecté.
Maintenant, depuis lors, l'État a toujours remis de l'argent dans le secteur du tourisme en disant toujours au patronat ne licenciez pas, mais cela n'empêchait pas que le patronat encaissait l'argent et quand même continuait à licencier. Vous avez vu le cas du Terroubi, le cas du King Fahd, et j'espère tout simplement que cela, l'État aura un droit de regard et l'inspection du travail qui est encore renforcée davantage. Tout cela, si c'est bien respecté, je pense que ça va stabiliser le secteur et ça sera aussi à l'avantage des salariés. Maintenant, un patron ne peut plus se lever un bon matin, licencier des gens abusivement, sans autant que ça soit discuté au préalable. Et si c'est discuté, il y aura aussi une signature de tripartite. Et cela, vraiment, nous le saluons vraiment. Et puis, recrutement des 5000 agents dans l'enseignement. Après la sortie des enseignants du CREM, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS Authentique, exige également un recrutement transparent. Le syndicat estime que l'État doit respecter le décret qui organise le recrutement parce qu'il y va de la crédibilité du système. Le secrétaire général du CELS Authentique, Abdou Fati, avertit ils n'accepteront pas de tomber dans les travers du quota sécuritaire, sinon ils vont paralyser l'école définitivement avec toutes les forces vives. Abdou Fati au micro de Denisia Sambou. Le ministère de l'Éducation nous convie à une rencontre en vidéoconférence sur la question du recrutement des 5000 enseignants. C'est une question extrêmement importante. Vous l'avez tous suivi. Même les enseignants de la liste d'attente du CREM ont manifesté avant-hier pour dire qu'il faudrait naturellement avec responsabilité qu'on règle cette question. En n'allant pas chercher loin, parce que pour être enseignant, c'est organisé par un décret. Pour que ça soit équitable et juste, il faut aller vers un concours. D'autant plus que rien n'est presse. Au moment où je vous parle, 2000 enseignants sont en formation, seront opérationnels au mois de janvier. Et nous le savons tous, on pourrait naturellement augmenter le quota dans les écoles de formation parce que c'est sous-utilisé. Par conséquent, nous tenons, nous, au CELS Authentique, à avertir tout le monde que nous n'accepterons pas de retomber dans les travers du quota sécuritaire, dans les travers des ailes de dinde, dans les travers des moyens. Il y va de notre crédibilité, il y va de la crédibilité du système éducatif. Et je pense que aussi bien les parents d'élèves, les associations qui se battent pour l'éducation seront à nos côtés. Que si tenté que forfaiture pourrait être faite, qu'on puisse tous se dresser comme un seul homme pour barrer la route à cela. Nous exigeons donc un recrutement transparent, passe naturellement par le respect du décret qui organise le recrutement. Sinon, nous prendrons nos responsabilités, quitte à paralyser l'école définitivement avec toutes les forces vives, parce qu'il y va de l'avenir du pays. Et puis, emploi et insertion des jeunes. Le président de la République tient ce jeudi, c'est-à-dire demain, un conseil présidentiel sur cette problématique. À 24 heures de cette rencontre, les jeunes listent leurs attentes, des actions concrètes, une politique durable de renforcement de l'agriculture renforcée également. Les structures de financement sont entre autres attentes des jeunes ici à Dakar. Il estime que l'emploi des jeunes doit dépasser leurs propos dans ce reportage. L'emploi des jeunes reste une équation à résoudre pour le chef de l'État. À cet effet, il va présider ce jeudi un conseil présidentiel dédié à cette problématique. Cette étudiante attend la mise en place de sociétés et estime que les structures de financement n'ont pas produit de résultats concrets. Moi, en tant que jeune, je voudrais que le président qu'il mette en place des entreprises pour que les jeunes puissent s'insérer plus facilement. Récemment, il y a eu des manifestations et donc je pense que si ça avait marché, si ces institutions avaient marché, ils ne seraient pas sortis pour dire qu'il manque d'emploi. Pour Malik Faye, malgré les structures de financement et d'accompagnement, le constat est qu'il y a beaucoup de politique. Il souhaite plus de transparence. Nous attendons qu'il donne les financements à des gestionnaires qui vont le gérer avec plus de transparence. Certes, il y a DER et tout, mais tu écris ton projet et après tu demandes si on va te financer ou non. Personnellement, je n'ai pas vu un jeune qui a été financé par l'ADER parce qu'il y a trop de politique. La
quarantaine, cet homme estime qu'une bonne politique agricole peut régler le manque d'emploi des jeunes. Je pense qu'une bonne politique agricole peut régler le problème en finançant les agriculteurs avec des tracteurs et autres matériels agricoles. Mais le problème, on parle beaucoup mais on réalise peu. On entend des millions partout, mais à la fin on ne voit rien. Ou on dit qu'ils ont été détournés. Le Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes rencontrés. Ils souhaitent tout simplement que les conclusions ne soient pas rangées dans les tiroirs. Les jeunes de Saint-Louis se prononcent également et espèrent des solutions définitives à la problématique de l'emploi. Ils préconisent cependant la fusion de toutes les structures déjà mises en place dans le but d'accompagner la jeunesse afin d'avoir plus d'efficacité dans leur fonctionnement. Les détails avec Yves Tendeng. Farangay et Mamoudi Cissé. Yves Tendeng depuis Saint-Louis, c'est pour parler de ce conseil présidentiel donc de ce jeudi à Diamniadio à Saint-Louis. Les attentes sont nombreuses et les jeunes espèrent des solutions définitives à la problématique de l'emploi des jeunes. Farangay et Mamoudi Cissé, tous deux respectivement présidents du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis et président du forum régional des jeunes et enfants leaders de Saint-Louis, attendent énormément du conseil présidentiel de ce jeudi consacré à l'emploi des jeunes. Farangay. C'est une excellente opportunité pour nous, présidents du conseil de jeunesse et entrepreneurs, d'échanger de vive voix avec son excellence, monsieur le président de la République, sur cette lancinante question de l'emploi des jeunes. Et nous devons espérer, à l'issue de cette rencontre, que des solutions seront trouvées pour mieux accompagner les jeunes dans le domaine de l'auto-emploi ou de l'emploi salarié à court, moyen et long terme. Mamoudi Cissé. Pour nous, cette rencontre doit avoir deux objectifs principaux. Premièrement, c'est de permettre aux jeunes l'accès à l'emploi salarié décent en favorisant l'égalité des genres, et surtout dans certaines zones où on doit prôner l'insertion, parce qu'il y a des jeunes qui ont eu des formations professionnelles qui doivent les permettre de travailler. On doit revoir comment les insérer pour que chaque jeune avoir fait son formation puisse accéder à un emploi salarié qui est décent et prenne aussi. Et deuxième objectif, c'est de permettre aux jeunes une insertion socio-économique prenne à travers l'entrepreneuriat. S'agissant cependant de la pléthore de structures longtemps mises en place par l'État afin d'accompagner les jeunes, Farangay de préconiser leur fusion pour plus d'efficacité. Il serait pertinent de les fusionner pour une meilleure coordination, harmonisation, efficacité et impact sur la population cible. Mamoudi Cissé. C'est toutes les structures qui sont là, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs structures qui travaillent sur la même chose. Un conseil présidentiel duquel ces représentants de jeunes de Saint-Louis attendent énormément les retombées, espérant ainsi des lendemains meilleurs pour la jeunesse sénégalaise. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, le chef de l'État Macky Sall, qui va présider donc demain jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio au conseil présidentiel sur le financement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Cette rencontre vers la participation, bien sûr, des membres du gouvernement, mais aussi des représentants des jeunes et des structures dédiées au financement des jeunes. Je vous rappelle que le président Macky Sall avait réitéré sa décision de procéder à une réorientation des allocations budgétaire à hauteur de 450 milliards de francs CFA pour financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Et cette information qui vient de nous parvenir, c'est en Côte d'Ivoire. Le 2e bataillon des forces de sécurité à N'Yaman, au nord d'Abidjan, a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi par des individus non identifiés. Selon les sources sécuritaires, l'on dénombre 3 morts du côté des assaillants. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. Les populations de la ville d'Aniaman, à 22 km au nord d'Abidjan, ont été tirées de leur sommeil cette nuit par des coups de feu à l'arme lourde. Des sources sécuritaires, le 2e bataillon des forces de sécurité de cette localité a été attaqué par des individus non identifiés. 3 assaillants, selon les mêmes sources, ont été tués.
Dans un message datant du 20 avril 2021, l'état-major de l'armée ivoirienne demande la mise en alerte des troupes suite à des rumeurs récurrentes et persistantes qui font état d'actions subversives sur toute l'étendue du territoire national, en particulier, toujours selon cette note de l'état-major, dans les localités d'Abidjan, d'Abou, San Pedro et Tabou. L'attaque du 2e bataillon des forces de sécurité d'Anyama est-elle un acte de ces actions subversives dont fait cas le message de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire? Nul ne saurait pour leur répondre à cette question car aucune information ne filtre. Mais toujours est-il que la Côte d'Ivoire est depuis quelques mois dans le viseur de certains groupes terroristes, en témoignent les récentes attaques de Kafolo et de Teini dans le nord du pays. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Parlons sport, c'est avec Odile Minkilan que je dis bonjour Odile. Bonjour Babacar. Football pour démarrer, Coupe CAF, 5e journée chez le Djaraaf de Dakar à 90 minutes d'une qualification historique. Les Verts et Blancs de la Médina accueillent l'Étoile du Sahel cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès pour le compte de la 5e journée de la Coupe CAF. Le Djaraaf, premier du groupe C avec 7 points au compteur, en cas de victoire ce soir va se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe CAF. Et pour que cela se réalise, il faut la motivation personnelle des joueurs, a fait savoir le coach du Ndiambour de Louga, qui ajoute que l'espoir est permis pour la qualification du Djaraaf. Sidat Sarr, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Je pense que le Djaraaf, c'est l'équipe la plus titrée du Sénégal. Une opportunité d'abord de recevoir une équipe tunisienne où la qualification est en poche. Je pense que quand tu regardes un peu l'organisation de cette équipe du Djaraaf, avec d'abord un nouveau coach qui s'appelle Cheikh Gueye et entouré d'anciens joueurs, je pense qu'ils ont la capacité et les moyens vraiment de franchir cette étape. Cette étape, c'est sur les 3 matchs, il ne faut qu'une victoire pour se qualifier. Je pense qu'ils sont assez motivés. Et hier, j'ai eu le temps d'en parler un peu avec le coach. Je pense qu'ils sont vraiment prêts pour affronter cette équipe Étoile du Sahel de la Tunisie pour au moins assurer la qualification pour les quarts de finale. La première impact qu'il doit avoir sur ce match, c'est la motivation personnelle des joueurs. Et aujourd'hui, je pense que quand tu regardes un peu l'effectif du Djaraaf, ce sont des joueurs vraiment qui ont envie. Moi, je les ai vus jouer lors du avant-dernier match contre l'équipe du Burkina Faso. Mais tu sentais que cette équipe, ces joueurs très engagés et déterminés pour la qualification. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a de l'espoir pour cette équipe du Djaraaf au moins franchir cette cape. Djaraaf de Dakar contre Étoile du Sahel à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Au même moment, Babacar, Salitas joue CS Sfaxien, Napsa contre RS Berkane, Coton Sport Kabylie. Tout à l'heure à 13h, Orlando joue Sétif, Namungo face à Raja, Nkana reçoit Pyramide. Football de jour, cette fois-ci en Europe, en Angleterre. On poursuit la 32e journée de la Premier League. Il y a un seul match au programme. Aston Villa reçoit le leader Manchester United à 19h15. En France, c'est la suite des quarts de finale de la Coupe nationale à 16h45. Paris Saint-Germain joue contre Angers à 19h10. Lyon face à Monaco. En Espagne, on joue la 32e journée de la Liga. Cadix défie Real Madrid à 20h. Etche Valladolid à 19h, Alaves Villarreal, Betis Séville Athletic Bilbao à 18h, Levante FC Séville à 17h. À la même heure, Valence rend visite à Osasuna. La Série A italienne poursuit sa 32e journée. Spezia Inter Milan, Juventus Parme, Genoa Benevento, Udinese Cagliari, Bologne Torino, Crotone contre Sampdoria. Mais avant ces matchs prévu à 18h45, Babacar. Retenez qu'à 16h30, AC Milan accueille Sassuolo. Bundesliga, c'est le championnat allemand. On boucle la 30e journée. Hertha Berlin face à Fribourg à 16h30. Brême contre Mayence. Stuttgart Wolfsburg. Dortmund Union de Berlin. Hoffenheim Mönchengladbach, tout 30.
Et parlons du ballon orange, basketball, j'allais dire, Coupe nationale chez les hommes. Alors, quel est le programme du jour? À 16h30, Asfa joue contre ASC Bop au stadium Marius Ndiaye. C'est la seule affiche du jour pour le programme des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Mais en championnat, toujours chez les hommes, retenez que l'AS Douane accueille Mermoz Basket Club à 15h au stadium Marius Ndiaye. C'est pour le compte de la 14e journée. C'est tout. Merci à vous, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center, qui revient sur la situation au Tchad. Le Tchad vers des lendemains incertains, les politiciens et la société civile contestent la transition dirigée par le fils de Idriss Déby, Mahamad Déby Itno. Aujourd'hui, rien n'est clair. Le fondateur d'Afrikajom Center invite l'Union africaine à prendre des initiatives pour un cessez-le-feu rapide. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiaye. Nous sommes avec Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Alioune Tine, vous êtes le fondateur de Afrikajom Center. Nous allons parler du Tchad. Idriss Déby est tué, remplacé par son fils Mahamat. Alors, est-ce que la gestion de la transition sera facile? Bon, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que la transition, c'est justement cette transition militaire dirigée par Idriss Mahamat Déby, ça veut dire le fils d'Idriss Déby, qui est général 4 étoiles, est déjà contesté par les partis d'opposition, contesté également aussi par la société civile. Et donc, ça commence à être compliqué en dépit d'un soutien plus ou moins bienveillant de la France, qui ne fait que prendre acte justement de l'existence de ce comité militaire de transition. Donc, ça ne va pas être très facile. Est-ce qu'il y a des craintes aujourd'hui? Mais écoutez, c'est une nouvelle ère d'incertitude qui s'ouvre au Tchad. Absolument rien n'est clair. De mon point de vue, ce qu'il faut faire d'urgence et immédiatement, et ça vraiment c'est une recommandation que nous ferions à l'Union africaine, c'est vraiment de prendre des initiatives diplomatiques de manière à créer un cessez-le-feu. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu rapide, parce que vraiment le Tchad, c'est un des maillons essentiels de la sécurité sous-régionale, que ce soit en Afrique centrale ou effectivement en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Et de deux, il faut créer un dialogue national inclusif de toutes les forces vives, et vraiment de manière à ce que les gens puissent avoir un consensus sur la transition démocratique qui va vraiment se dérouler. Et si cette transition est d'ores et déjà, bien sûr, contestée, ça pose des problèmes. Il faut effectivement refonder le Tchad, parce qu'on ne peut pas toujours conquérir le pouvoir par la force et par les mêmes moyens. Vraiment, quand on regarde le modus operandi, en 90, il avait quitté la Libye avec une colonne, mais il était soutenu par la France, les troupes françaises à l'époque, en 90, pour entrer à N'Djamena, prendre le pouvoir. Et cette année aussi, si vous voulez, 30 ans après, c'est par le même modus operandi que les gens quittent la Libye avec des armes pour venir encore. Donc, il faut mettre un terme à la prise du pouvoir par la violence, par la guerre, par les armes, et effectivement, par une discussion, refonder le Tchad, vraiment redémocratiser le Tchad, et également créer les conditions d'une stabilité sur la durée au Tchad. Des fois, les stabilités fondées sur des dictatures ou des régimes, effectivement, qui s'appuient sur le pouvoir et l'armée, c'est une illusion. Tôt ou tard, ça va créer des problèmes. Vous savez, il y a quand même quelques années, dans les années 79, on avait le maréchal Bokassa. Regardez la situation de la Centrafrique aujourd'hui. On avait également aussi la période de Idi Amin Dada. Quand c'est sorti, c'était des tweets que j'avais fait. Donc, nous avons besoin vraiment, nous, Africains, de parier sur la démocratie, une démocratie fondée sur le respect de l'autre, une démocratie fondée même sur nos propres valeurs de dialogue, de palabre, la palabre africaine, et sur des consensus forts sur effectivement l'essentiel, notamment le vivre ensemble. Sinon, effectivement, nous sommes condamnés à tourner en rond dans la violence et également dans l'incertitude et d'affaiblir toutes les institutions. Et affaiblir les institutions, c'est tout simplement nous rendre vulnérables à tout, à n'importe quelle petite menace qui arrive. Nous sommes obligés de crier à la France ou à d'autres
force pour venir sous-traiter notre propre sécurité. C'est ça qu'on vit malheureusement et il faut arrêter ça. L'autre enjeu, Alioune Tine, c'est la question sécuritaire vu la position du Tchad par rapport au Sahel. Écoutez, c'est un enjeu géopolitique majeur parce que le Tchad intervient déjà surtout dans la lutte contre Boko Haram, dans ce qu'on appelle le bassin, les pays du bassin du lac Tchad, qui sont le Nigeria, le Bénin, le Niger, le Cameroun. Donc déjà, ils sont là, ils sont efficaces et tout le monde le sait. C'est beaucoup le Nigeria. De l'autre côté, vous avez le G5 Sahel. Et pratiquement, c'est la locomotive du G5 Sahel. Parce que dernièrement, simplement, on a eu le sommet du G5 Sahel, c'était à N'Djamena, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'action du Tchad, surtout ce qu'on appelle dans la zone des 3 frontières, le Liptako-Gourma, la frontière entre le Niger, c'est Tillabéri, du côté du Mali et du Burkina Faso, c'est la zone des Bankas, où il y a des attaques fréquentes et où il y a vraiment des attaques particulièrement meurtrières, où les questions vraiment humanitaires se posent avec beaucoup d'acuité. Aujourd'hui, c'est à la fois Barkhane et bien entendu le Tchad, l'armée tchadienne qui interviennent effectivement pour mettre un coup d'arrêt aux assauts des djihadistes. Donc, sur la question sécuritaire et sur la question de la stabilité de la sous-région, le Stade joue un rôle fondamental. Et ça, il faut saluer quand même les initiatives et l'engagement de Idriss Déby. Ça, il faut quand même le lui reconnaître. Quand même, les gens disent que c'est un grand soldat. Il faut reconnaître que de ce point de vue, c'est un grand soldat. Donc maintenant, il est évident que avec la situation d'incertitude qui s'ouvre au Tchad, il est possible. Et puis, on peut le dire, un tout petit peu réaliste, que les gens se disent, écoutez, notre sécurité d'abord. Et peut-être de rappeler les troupes. Mais on sait également aussi que c'est pour ça que je demande rapidement que des initiatives diplomatiques se prennent. Parce que s'il y a des divergences au sein de l'armée, ce serait une catastrophe à la fois pour le Tchad et pour toute la sous-région. Parce qu'une déstabilisation du Tchad après une déstabilisation de la Libye serait vraiment une grande catastrophe.